Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 14 juin 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons du séjour du président de la République à Genève. Justement, ouverture du 111e sommet du travail durant lequel l'Organisation internationale du travail OIT a invité le président de la République Andry Rajoelina s'est tenu aujourd'hui. Le président malagasy est à la tête de la délégation malagasy. Avant sa prise de parole de demain, les représentants malagasy ont assisté à l'ouverture officielle d'aujourd'hui. Durant ce sommet, la collaboration pour faire régner la justice sociale entre l'État, les employeurs et les employés sera à l'ordre du jour, étant donné que c'est le thème de cet 111e sommet. Reportage de Judical Ranjanirin et Ando Ranzajaibe. La délégation malagasy menée par le président Andry Rajoelina est constituée des représentants des trois piliers du monde du travail. Cette délégation malagasy est actuellement à Genève pour assister au 111e sommet de l'Organisation internationale du travail, durant lequel le président de la République a reçu une invitation. En effet, sont représentés à Genève l'État malagasy, le groupement des entrepreneurs de Madagascar OGEM, mais aussi les syndicats des employés représentés par le FICEMARE. La justice sociale est le thème de cette année. Faire régner la justice sociale au sein du monde du travail est parmi les priorités de l'État. Diverses étapes ont été déjà initiées, comme la réforme de la législation du travail, pour que cela soit conforme et réponde aux besoins des employés et leurs employeurs. Le groupement des entreprises de Madagascar avec les employeurs se donne la main pour appliquer cette justice sociale dont le respect a un impact sur la promotion du travail, l'entrepreneuriat, mais aussi l'économie du pays. Néanmoins, ceux qui sont directement concernés par cette justice sociale sont les employés. Et la volonté de l'État de faire régner la justice sociale au sein du travail est un moyen de protéger les employés malagasy de toute forme de non-respect des lois, selon le FICEMARE. Le président de la République prendra la parole devant les participants de tous les pays demain jeudi. Il présentera les efforts déjà entrepris par l'État pour appliquer cette justice sociale. Durant ce sommet, le président de la République de Madagascar signera 4 accords concernant la prise en charge de la santé et la protection de la vie des employés durant le travail. Toujours dans cette page politique, l'État a appuyé financièrement la CENI dans la refonte totale de la liste électorale. La CENI n'est pas seule dans la préparation des échéances électorales, car outre l'État, tous les partenaires locaux et internationaux ont aussi apporté leur contribution dans divers domaines, selon le président de la CENI hier devant la presse. Reportage de Céline Ranirlant. L'objectif a été atteint selon le président de la CENI concernant la refonte totale de la liste électorale devant la presse hier. Une refonte totale de la liste électorale qui a débuté au mois d'octobre 2022 et qui a pris fin le mois de mai dernier. Toutes les forces vives du pays y ont participé selon les explications. L'État a pris en charge tous les moyens pour la tenue de cette refonte de la liste électorale, que ce soit les ressources humaines, la sécurité, mais aussi les moyens matériels et financiers. Les experts internationaux et nationaux ont aussi été mobilisés pour cette refonte totale de la liste électorale. Tout cela en respectant l'indépendance de la CENI, selon son président. Dans les actualités de ce jour également, une nouvelle émission de santé intitulée Face à la Malawan Daoulbe ou Santé pour tous sera diffusée sur Viva, une émission que vous suivrez 2 fois par mois, soit tous les 2e jeudis du mois et les 4e jeudis du mois à 20h45, justement après le JT en version française. La première édition de l'émission sera diffusée demain jeudi 15 juin 2023. Toujours dans cette page santé, le nombre des donneurs de sang à Madagascar est en baisse selon l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, uniquement les sangs venant des donneurs de sang sont classés comme sans sains selon les explications. L'OMS et le ministère de la Santé publique appellent tout un chacun à donner du sang. Il est aussi à rappeler qu'aujourd'hui est la journée mondiale des donneurs de sang. Reportage de Radramananzatou, vous sur les images d'Anza Radonarvel. Une poche de sang donnée par un donneur de sang peut sauver la vie de 2 personnes, selon un médecin. En général, les opérations chirurgicales et les accouchements ont le plus besoin de sang venant des donneurs. Donner du sang est bon pour la santé et sauve des vies, c'est ce qui incite les donneurs à donner de leur sang, selon leurs témoignages. Madagascar possède 94 centres de dons de sang. Donner du sang requiert néanmoins diverses mesures, notamment un poids qui doit dépasser les 50 kg, une bonne santé, ne pas prendre de médicaments ou d'alcool avant le jour de la prise de sang.
Selon les explications, donner du sang n'exige aucune contrainte car 30 minutes après la prise de sang, le sang sera de nouveau remplacé dans le corps humain. De ce fait, le ministère de la Santé publique appelle tout un chacun à donner du sang. Aujourd'hui est la journée mondiale pour les donneurs de sang. Une mobilisation a été tenue à la Gira aujourd'hui pour marquer cette journée, mais aussi au niveau des centres régionaux. Le thème de ce jour est Manmera et Skefresankin do Yaraka Amundien, ou littéralement donner du sang, une mobilisation pour la solidarité allant sauver des vies. Le projet PICAS financera la construction de logements compris dans le projet Titre Vert dans le Sud et permettra d'exploiter 1000 hectares de terrain pour l'agriculture. Ce projet améliorera également l'économie dans les régions Anos et Anjoy. Ce projet est le fruit de la collaboration entre la BAD et le gouvernement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les techniciens ont reçu des formations avant le début du projet. C'est Sylvain nous en dit plus. Le projet PICAS est financé à hauteur de 15,8 millions d'euros. Le projet vise la construction d'infrastructures agricoles et l'amélioration des chaînes de production. À travers ce projet, 120 maisons seront construites pour les agriculteurs qui bénéficient du projet Titre Vert. 1159 hectares de terrains agricoles seront exploités et 2000 autres hectares seront réhabilités en vue de leur exploitation. Plus de 52 km de routes seront également réhabilités dans les régions Anos et Anjoy. Le projet commencera bientôt. Des techniciens en agriculture y travailleront et ont reçu une formation en ce sens. Le projet PICAS, financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement malagasy, durera 4 ans et 6 mois. Parlons à présent culture. Justement, la culture malagasse devrait être transmise aux enfants dès leur jeune âge afin que cette culture ne perde pas sa valeur, expliquent les enseignants pour cette école visitée par nos journalistes Findjesen Mireille et Yves Janel. Le mois de la langue malagasse a débuté par une culte pour les élèves en classe d'examen. Reportage. Les Malagasy ont des tenues et des danses qui les différencient des autres nationalités. En outre, les 18 ethnies qui composent la population malagasse ont chacune leur tradition. C'est ce qui a été présenté par une école privée ce jour à l'occasion de la célébration du mois de la langue malagasse. Selon la directrice de l'école, Havlulmanana Clarisse, bien que les autres langues soient enseignées à l'école, la langue malagasse devrait être maîtrisée par les Malagasy. Mis à part la célébration du mois de la langue malagasse, les élèves en classe d'examen ont reçu une bénédiction à travers un culte. Pour cette école, 84 élèves passeront le CEPE mardi prochain. Dans l'actualité fait divers de ce soir, un enfant de 11 ans habitant à Muramang, Ambouni, commune Muramang, a été violé par un jeune homme qui n'est autre que leur voisin vendredi dernier. Cet enfant gardait la maison et c'est pendant qu'elle regardait la télé que le jeune homme l'a forcée selon son témoignage. Les organes génitaux de cette jeune fille ont subi de graves dommages selon le rapport du médecin. La famille fait pourtant face à des difficultés financières pour la soigner. Les détails avec Onyena Martina et Nzara Njiansou. Cette petite fille vit chez sa tante dans le Fokotan Muramangambun, commune de Muramang, région d'Alochamangour. Vendredi dernier, elle est restée dans leur domicile pour garder la maison pour un petit moment. Et c'est à ce moment-là que le jeune homme de 19 ans, leur voisin, s'est introduit chez eux pour la violer. Par peur, car le jeune homme l'aurait menacée, la petite n'a pas dévoilé ce qu'elle avait enduré selon son témoignage. Les gens de la maison avaient néanmoins remarqué que les vêtements de la petite étaient tachés de sang. Par la suite, ils ont mené leur enquête pour trouver la vérité. Ils ont aussi emmené la fille chez un médecin qui n'a pu que constater les dommages conséquents à ce viol. Cette famille a déclaré qu'elle n'a pas les moyens pour soigner cet enfant et lance un appel aux personnes de bonne volonté. Concernant le viol, une plainte a été déjà déposée et l'auteur présumé est actuellement détenu au poste de police.
La violence est inacceptable selon le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale hier à Tuamasin face aux événements qui se sont produits à Morndava dimanche dernier. Des mesures seront prises à l'encontre des auteurs pour protéger les forces de l'ordre selon le SEG et s'il y a eu des bavures ou des cas de non-respect de loi venant des forces de l'ordre, ils seront également sanctionnés. Cependant, le général Serge Gelé a souligné que la liberté d'expression est régie par une loi et cela doit être suivi et respecté. Et justement, le rôle des forces de l'ordre et d'appliquer la loi. Parlons toujours des forces de l'ordre. Le ministre de la Défense et le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie ont tenu hier à Tuamasin une réunion à laquelle ont participé les élus ainsi que les autorités civiles et militaires issues des régions Ansan et Analanzroof. Le ministre de la Défense, le général Rakutuarzo Nadjosu, a été ferme dans la coordination des autorités et des éléments en charge du maintien de la sécurité. Il a également mis en place une stratégie pour que la célébration du 63e anniversaire du retour de l'indépendance se déroule dans le calme dans ces localités. Revenons dans la page sociale. Le nombre d'élèves dans une salle de classe est limité à 50 pour l'EPP 67 hectares nord en raison du manque de bancs. Cependant, ce problème sera résolu pour la prochaine année scolaire car en plus du don de bancs de la part du ministère de l'Éducation nationale en mai dernier, cette EPP a également reçu un don de 50 bancs de la part d'une association aujourd'hui. Reportage de Ubra Sammanan et Anzara Donarvelo. En raison du manque de bancs dans cette école primaire publique des 67 hectares nord, les élèves sont dans l'obligation de se mettre à 3 sur un banc et le nombre d'élèves dans une classe est donc limité à 50 à cet effet. Cette EPP compte actuellement environ 1200 élèves, alors qu'elle peut en accueillir jusqu'à 2000 étant donné le nombre et la dimension des salles de classe dont elle dispose. Il est estimé que ce problème sera résolu à la prochaine rentrée, du fait qu'une association a fait un don de 50 bancs pour cette EPP aujourd'hui. Et en plus de ces 50 bancs, le ministère de l'Éducation nationale a également déjà octroyé 50 bancs au mois de mai dernier, ce qui devrait améliorer la qualité de l'enseignement et l'école pourra ainsi accueillir plus d'élèves à la prochaine année scolaire selon les responsables. Dans les actualités internationales de ce soir, devant un tribunal fédéral de Miami, hier, mardi 13 juin, l'ancien président américain Donald Trump a plaidé non coupable d'accusations selon lesquelles il a illégalement conservé des documents classés confidentiels à la fin de son mandat et a menti aux autorités lorsque celles-ci ont entrepris de les récupérer. France 24 nous en dit plus. Il s'avance plein d'assurance sur l'estrade. Devant son club de golf du New Jersey, Donald Trump retrouve ses supporters. Pour l'ancien président américain, son inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche est la conséquence d'un abus de pouvoir orchestré par son successeur Joe Biden. C'est très triste à voir. Un président en exercice corrompu a fait arrêter son principal opposant politique sur des motifs faux et fabriqués. Il s'agit d'une persécution politique, qu'on croirait tout droit sorti d'un pays fasciste ou communiste. Plus tôt dans la journée, un long cortège accompagne l'ancien président jusqu'au tribunal fédéral de Miami. L'air renfrogné, les bras croisés, le milliardaire plaide non coupable des 37 charges retenues contre lui. Il est inculpé pour rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, pour entrave à la justice et faux témoignage. Le républicain est accusé d'avoir emporté chez lui des centaines de documents classés secret défense après avoir quitté ses fonctions. Devant le tribunal, quelques dizaines de personnes manifestent leur soutien ou leur rejet de l'ancien président. J'espère qu'il y aura un non-lieu. S'ils sont sages, je pense qu'ils devraient abandonner les poursuites, d'après ce que j'ai entendu. Vous savez, vous devez faire respecter la loi. Il faut suivre la loi. Et Trump semble penser qu'il était au-dessus de la loi. Le procès pourrait avoir lieu l'an prochain. Donald Trump risque de lourdes peines de prison s'il est condamné. Le monde compte 110 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur foyer, a révélé aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies qui voit dans ce nombre record un réquisitoire contre l'état du monde. France 24. C'est un rapport au constat inquiétant. Le nombre de déplacés et de réfugiés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. L'ONU a fait les comptes,
110 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. C'est un record et un nombre en constante augmentation. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années ou même l'année dernière, nous avions annoncé pour la première fois que nous avions dépassé les 100 millions de personnes déplacées. Eh bien, ce chiffre a augmenté de 10%. C'est un véritable réquisitoire contre l'état de notre monde, si je puis dire, que de devoir annoncer cela. La raison de cette forte augmentation, les conflits, et notamment celui touchant le Soudan. Affrontements entre armées et paramilitaires ont fait bondir le nombre de déplacés ces dernières semaines. La guerre en Ukraine a également contribué à cette hausse record. Autre enseignement rappelé par les Nations Unies, les 3/4 de ces réfugiés fuient vers des pays à faible revenu. De quoi contredire l'idée, souvent relayée, notamment en Europe, d'une vague migratoire submergeant les nations riches. Le haut-commissaire aux réfugiés a d'ailleurs lancé un message aux responsables politiques. On entend souvent notre opinion publique en a marre. On ne peut plus accueillir personne. Vous savez, gouverner, c'est aussi convaincre votre opinion publique que certaines personnes ont besoin d'une protection internationale et que tout doit être fait en ce sens. Le Haut-Commissariat aux réfugiés l'a également reconnu, l'organisation ne dispose pas des moyens nécessaires pour venir en aide à ces millions de réfugiés. Pour clore cette page internationale, la Russie et la Finlande étaient très liées sur le plan économique, mais depuis l'invasion de l'Ukraine, les choses ont changé. Les touristes russes ne sont plus les bienvenus en Finlande et les zones frontalières en pâtissent. France 24 nous en dit plus. Imatra a des allures de ville fantôme. Destination prisée des Russes, ils ne viennent plus profiter des commerces et de la nature. La Finlande a suspendu les visas de tourisme. C'est la fin des affaires pour les régions frontalières. Au poste de Valima, certains Russes traversent encore, mais au compte-gouttes. Ils ont un visa de travail ou la double nationalité. Ce bus est arrivé de Saint-Pétersbourg avec une trentaine de passagers, dont Svetlana, une Russe qui vit au Canada. On allait voir mes parents. Je ne les avais pas vus depuis 7 ans, donc on allait juste au cas où les règles changent. Vous savez, tout va bien en Russie, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont pas le temps de penser tout le temps à ce qu'il se passe dans le monde ou à la politique. Rien n'a vraiment changé dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Même s'il y a des sanctions internationales, on a des produits de remplacement. Donc en fait, c'est la même chose. La circulation à la frontière a baissé de 85% et chaque véhicule est inspecté. L'Union européenne a adopté des sanctions fortes contre la Russie. Pas question de laisser passer des marchandises interdites. De nombreux douaniers qui vérifiaient avant les importations s'occupent désormais de surveiller les exportations vers la Russie. Depuis le déclenchement de la guerre, on a détecté 25 000 cas suspects. Quand il s'agit de personnes individuelles, c'est presque toujours des produits de luxe, des habits ou des produits high-tech. Quand il s'agit de transport commercial, c'est presque toujours de la technologie, des machines ou des pièces détachées pour véhicules. En dehors du transport de marchandises, il y a la question de l'entrée illégale de personnes sur son territoire. La Finlande cherche à protéger sa frontière avec ce fameux projet pilote d'Imatra, une barrière longue de 3 km avec des barbelés, des caméras, dont la construction prendra fin d'ici cet été. Ensuite, Helsinki prévoit de construire d'autres tronçons dans les zones les plus à risque de sa frontière, longue de 1300 km avec la Russie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre attention. Très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.